toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. 1 heure ensemble pour revivre l'actualité de cette semaine. On débute avec une petite séance de rattrapage pour ceux qui auraient manqué le dossier de la semaine de la grande édition consacré à ces accords qui ont façonné le Moyen-Orient sans toujours réussir à en changer durablement le destin. Des accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie, aux accords d'Oslo en passant par les accords d'Abraham, retour sur plusieurs décennies de négociations et de rapprochements diplomatiques. C'est une histoire qui commence par des promesses contradictoires et un parfum de trahison. En 1916, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, 2 hommes se penchent sur une carte de l'Empire ottoman moribond. Sir Mark Sykes pour l'Empire britannique, François-Georges Picot pour la France. D'un trait de plume, il pose les bases du découpage de la région. La Syrie et le Liban pour Paris, la Jordanie, l'Irak et une zone internationale en Palestine pour Londres. On parle alors surtout de zones d'influence, aucune frontière définitive. Elles seront scellées par la suite, entre 1918 et 1932, par d'autres accords et ajustements. Conférence de San Remo, traité de Sèvres et de Lausanne, sous négociations britanniques, françaises, turques et locales. Le problème, ces lignes ignorent souvent les structures tribales, certains équilibres religieux et d'autres dynamiques locales. En 1917, la déclaration Balfour vient promettre l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. 3 ans plus tard, en 1920, la conférence de San Remo institutionnalise ce partage sous forme de mandat de la Société des Nations. Pour de nombreux historiens, les puissances européennes appliquent alors une logique d'État-nation à une réalité impériale et communautaire différente. Le traité de Lausanne, en 1923, viendra enterrer les projets d'État kurdes et arméniens envisagés après la Première Guerre mondiale, figeant des frustrations qui hantent encore notre présent. Un siècle plus tard, le débat reste vif. En voulant créer de la stabilité par décret, les puissances coloniales se voient souvent reprocher d'avoir fabriqué des États mosaïques, parfois fragiles à leur début. Des pays où la légitimité du pouvoir sera disputée pendant des décennies par des dictatures militaires, des mouvements religieux ou des rivalités nationales concurrentes. Pour certains historiens, ces frontières étaient trop simplistes pour une région plurielle. Le premier grand accord du Moyen-Orient moderne n'a pas instauré l'ordre espéré. Il a peut-être semé les graines de certaines tensions, encore tenaces aujourd'hui. Novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat descend d'avion à Tel Aviv. 4 ans après la guerre de Kippour, le geste est sidérant. Il ouvre la voie aux accords de Camp David en 1978 sous l'égide de Jimmy Carter, puis au traité de paix israélo-égyptien de 1979. C'est un processus long et difficile que le président américain met en danger pour des gages symboliques à Yasser Arafat. Afin de contraindre Menachem Begin à signer une clause sur l'autonomie palestinienne, Jimmy Carter a utilisé des leviers psychologiques et stratégiques forts et risqué de faire tout dérailler. L'OLP et les autres pays arabes ont d'ailleurs rejeté le texte. Mais en 1979, pour l'Égypte, le gain est immédiat, c'est la restitution du Sinaï par Israël. Depuis Jérusalem, c'est la neutralisation militaire du plus puissant de ses voisins arabes. Mais le prix à payer est lourd. Sadat est banni du monde arabe avant d'être assassiné en 1981. 15 ans plus tard, en 1994, le roi Hussein de Jordanie franchit le pas à son tour, signant le traité de paix de Wadi Araba avec Yitzhak Rabin. Mais de quelle paix parle-t-on ? C'est une paix entre États, pas une paix des peuples. Au Caire comme à Amman, la normalisation culturelle et économique avec Israël reste un sujet hautement tabou au sein de la population. Si ces traités tiennent depuis des décennies, c'est avant tout parce qu'ils reposent sur une colonne vertébrale d'intérêts stratégiques et financiers. L'Égypte est ainsi devenue l'un des plus grands récipiendaires de l'aide militaire américaine au monde. La paix froide a survécu aux guerres au Liban, aux intifadas et aux crises régionales répétées. Sa résilience systémique a prévalu. En répondant aux intérêts vitaux des régimes en place, ces accords ont sanctuarisé les frontières étatiques et mis en place une paix froide mais durable. 13 septembre 1993, sur la pelouse de la Maison-Blanche, le monde entier veut y croire. Israël fait le pari audacieux de la confiance. Les accords d'Oslo promettent une reconnaissance mutuelle et une autonomie palestinienne progressive. L'État hébreu tend la main à l'OLP, son ennemi juré, incarnation de décennies de terrorisme palestinien, dans l'espoir d'assurer définitivement sa sécurité et une paix durable. Mais derrière l'espoir des images, le texte révèle une faille monumentale, l'ambiguïté constructive. Pour arracher un accord, les négociateurs reportent à plus tard, c'est-à-dire dans 5 ans, les sujets les plus épineux. Le statut de Jérusalem, la question des réfugiés et les frontières définitives. La Cisjordanie est découpée en zones A, B et C pour garantir la sécurité immédiate des citoyens israéliens. L'autorité palestinienne naît
doté d'un pouvoir de gouvernance, mais sans que les garanties de fin définitive du conflit n'aient été fermement gravées dans le marbre, une absence de certitude et un refus palestinien de renoncer explicitement à la violence qui vont laisser le champ libre aux extrémistes. En 1995, le traumatisme est immense. C'est un juif qui assassine le premier ministre Yitzhak Rabin. Au même moment, la confiance de l'opinion publique israélienne s'effondre face à la réalité du terrain. Une vague sans précédent d'attentats suicides du Hamas et du djihad islamique ensangle les bus et les cafés de Jérusalem et de Tel Aviv sous le regard passif de l'autorité palestinienne. Le crash final a lieu en 2000 au sommet de Camp David II. Le Premier ministre Ehud Barak formule alors des propositions historiques et des concessions territoriales sans précédent pour offrir sur un plateau un État aux Palestiniens. Mais face au compromis, Yasser Arafat choisit le rejet total et quitte la table des négociations sans contre-proposition. Au lieu de la paix, la direction palestinienne déclenche la seconde intifada. Le rêve d'Oslo s'effondre dans le sang d'une guerre terroriste. En choisissant le flou et en contournant l'exigence absolue de sécurité et de reconnaissance d'Israël comme État juif, Oslo n'a pas tracé le chemin de la paix. Il a installé au contraire une illusion institutionnelle qui a permis au terrorisme de se sanctuariser, préparant pièce par pièce la déflagration d'aujourd'hui. On ouvre à présent un volet sécuritaire. Une menace retient particulièrement l'attention, celle des drones du Hezbollah et notamment les drones à fibre optique dont on parle souvent. Des drones plus difficiles à intercepter et qui obligent Tsahal à adapter ses méthodes et ses moyens de défense. Et vous allez le voir, derrière cette menace se cache une véritable chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hezbollah, plus d'une dizaine de soldats israéliens ont été tués, la plupart par des drones explosifs suicides guidés par fibre optique. Selon des responsables sécuritaires, certains modèles pourraient atteindre jusqu'à 60 km de portée, plaçant potentiellement Haïfa et plusieurs infrastructures stratégiques du nord d'Israël à portée d'attaque. Derrière cette menace se cache une véritable chaîne d'approvisionnement internationale. L'Iran fournit financement, savoir-faire et formation. Les composants, eux, proviennent en grande partie de Shenzhen, en Chine, capitale mondiale du drone. Les bobines de fibre optique, modules de guidage et pièces détachées transitent ensuite par des circuits de contrebande avant d'être assemblées au Liban. Mais la préoccupation ne s'arrête pas au Hezbollah. Selon Tsahal, le Hamas disposerait lui aussi de drones à fibre optique dans la bande de Gaza, des technologies qui auraient été transférées avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah et qui auraient déjà été utilisées lors de l'attaque du 7 octobre pour neutraliser des moyens de surveillance israéliens. Pour les experts, le véritable danger est ailleurs. Ces drones sont peu coûteux, précis, difficiles à détecter et quasiment impossibles à brouiller. Ils obligent Israël à investir massivement dans des systèmes de défense toujours plus sophistiqués. Et déjà, la menace évolue, avec des drones pilotés via les réseaux cellulaires ou des essaims capables de communiquer entre eux et d'attaquer simultanément une cible. Pour de nombreux responsables sécuritaires, la guerre des drones ne fait que commencer. Où Israël est écarté du salon Eurosatory 2026, son industrie de défense enchaîne les succès. Le ministère israélien de la Défense vient d'annoncer un record historique d'exportation militaire. Dans le même temps, plusieurs technologies développées pendant la guerre, notamment face à l'Iran, viennent d'être distinguées par le prix de la défense d'Israël. Derrière les succès revendiqués par Israël face à l'Iran, au Liban ou à Gaza, des technologies souvent invisibles. Cette année, le prix de la défense d'Israël distingue 5 projets considérés comme stratégiques pour la supériorité militaire et technologique du pays. Parmi eux, un système d'armement développé et produit en Israël. Son nom reste secret, mais selon le ministère de la Défense, il a joué un rôle majeur dans la campagne contre l'Iran. Autre lauréat, une capacité classifiée utilisée par le Mossad pour ses missions de renseignement et ses opérations sensibles. Dans l'espace aussi, Israël mise sur l'innovation. Les satellites Ophec 13 et Ophec 19 sont récompensés pour leur capacité à fournir un renseignement précis en temps réel. Le prix distingue également une technologie développée par l'unité 81 du renseignement militaire, conçue pour répondre à un défi opérationnel de longue date, là encore resté secret. Enfin, plusieurs systèmes de guerre électronique sont mis à l'honneur, des capacités qui ont contribué à préserver la supériorité aérienne israélienne et qui combinent plusieurs développements technologiques novateurs et uniques.
Ces récompenses interviennent dans un contexte particulier. L'industrie de défense israélienne vient de battre un nouveau record à l'export, 19,2 milliards de dollars de contrats signés en 2025, soit une hausse de près de 30% en un an. Preuve que les technologies testées sur le terrain séduisent de plus en plus de clients à travers le monde. Pour Israël, les succès opérationnels des derniers mois sont devenus un argument commercial de poids et un levier supplémentaire pour asseoir sa place parmi les grandes puissances mondiales de la défense. Et malgré les tensions diplomatiques et les appels au boycott qui visent régulièrement Israël, l'industrie de défense continue d'afficher des performances remarquables sur les marchés internationaux. Des systèmes antimissiles aux équipements de pointe, le savoir-faire israélien continue d'attirer de nombreux pays, en particulier en Europe, où les questions de défense sont redevenues une priorité stratégique. Pour comprendre cette dynamique et les raisons de ce succès à l'international, écoutez Yossi Amar, entrepreneur et réserviste des renseignements militaires. Nous avons déjà actuellement, depuis bientôt 3 ans, depuis le 7 octobre, le plus grand salon aéronautique et d'armement live, si je puis dire, qui se déroule dans les cieux de Gaza, de Beyrouth, de Téhéran, au Yémen aussi également. Et finalement, les pays voient l'efficacité, la précision des armements israéliens et se rendent compte que ce boycott, qui finalement est plus, il est aussi bien commercial que diplomatique, c'est plus un boycott de peur de la part des Français qui se rendent compte qu'ils ne sont pas aujourd'hui à la hauteur face aux technologies de pointe israéliennes. Alors c'est peut-être justement la preuve que ce n'est pas Israël qui a le plus à perdre dans son absence, par exemple au salon Eurosatory. Complètement, vous avez tout à fait raison. Les carnets de commandes des sociétés israéliennes sont totalement full, plusieurs années en avance. Donc ici en Israël, on n'est pas du tout inquiet de ce boycott qui finalement révèle les propres mots de la France qui s'est complètement désindustrialisée, qui a ses stocks d'armements qui sont complètement vides, notamment dû à la guerre en Ukraine, alors qu'ici en Israël, on pousse vers l'autonomie, on a des sociétés qui innovent plus chaque jour, qui produisent plus chaque jour et qui vendent beaucoup plus chaque jour. Quel est le matériel militaire israélien le plus demandé en ce moment dans le monde et notamment en Europe, puisque vous avez évoqué la guerre en Ukraine? Vous savez sûrement que ce matériel n'est pas connu du public. Mais si on devait se concentrer sur ceux qui sont vraiment en vogue, ce sont évidemment les drones, les systèmes de défense. Vous avez également les nouveaux missiles de précision, les missiles anti-chars. Enfin, aujourd'hui, tout ce que produit Israël est touché par la grâce divine et particulièrement exportable. Après, il faut qu'Israël accepte de l'exporter, mais en tout cas ici, on n'est pas du tout inquiet de ce boycott de façade. Quels sont les pays d'après vous qui sont le plus intéressés? On imagine évidemment les partenaires d'Israël. On sait que l'Allemagne, par exemple, a demandé le dôme de fer, mais il y a sans doute d'autres pays qui appellent officiellement au boycott et qui au final achètent des armements israéliens. Écoutez, je ne pense pas qu'il faille aller chercher si loin que ça. On peut déjà commencer par la France, qui elle-même est friande d'abord des renseignements israéliens, qui, sans ces renseignements, aurait subi de nombreux attentats sur son sol. Mais surtout, si on parle d'armement purement et simplement, il suffit de regarder pas plus loin que en dessous de l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez les systèmes qui y sont installés, c'est des systèmes de défense, donc anti-missiles, qui sont installés, et c'est des systèmes évidemment israéliens parce que ce sont les plus performants au monde. Et alors c'est un peu la loi du faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que finalement la France se sert en Israël et boycotte quand il s'agit d'organiser des salons. Mais vous imaginez bien que les pays eux-mêmes n'attendent pas les salons pour commander, que les Israéliens font des affaires toute l'année, partout. Et aujourd'hui, j'entends même des voix qui commencent à se lever ici en Israël pour dire on va commencer peut-être à organiser le prochain salon de l'armement et qui viendra faire de l'ombre au salon français sans aucun doute. On s'intéresse à présent à une autre forme de guerre, la cyberguerre. Israël est le pays le plus visé au monde par les cyberattaques. Pas de panique, le pays est aussi à la pointe de la cybersécurité mondiale et concentre des centaines d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Pourtant, le contrôleur de l'État a publié cette semaine un rapport alarmant. Selon lui, plusieurs institutions sensibles du pays ne sont pas suffisamment préparées pour faire face à une cyberattaque de grande ampleur, et notamment en termes de protection des données. Israël en ligne de mire. Le pays subit en moyenne 5 cyberattaques importantes par jour.
Au total, ce ne sont pas moins de 1881 offensives revendiquées en 2025. Une hausse spectaculaire portée principalement par des groupes pro-iraniens et anti-israéliens. En 2025, Israël est devenu la cible privilégiée de ces opérations numériques destinées à espionner, saboter ou déstabiliser le pays. Le rapport mondial de la Société israélienne de cybersécurité Radware affirme qu'Israël a concentré à lui seul plus de 12% des cyberattaques géopolitiques mondiales. Concrètement, près d'une attaque idéologique sur 8 menée dans le monde visait Israël. Le pays arrive devant les États-Unis et l'Ukraine dans ce classement. Alors Israël est-il prêt à contrer une cyberattaque massive ? Pas suffisamment si l'on en croit le rapport du contrôleur de l'État israélien. Selon ce rapport, des failles existent. Les services d'urgence et plusieurs ministères ne sont pas suffisamment préparés à faire face à des sabotages numériques de grande envergure. Le ministère des Affaires étrangères a notamment enregistré une hausse de 500% des incidents de cybersécurité pendant la guerre. Le document évoque des systèmes vieillissants, des procédures inexistantes et même des milliers de documents sensibles accessibles sur des serveurs insuffisamment protégés. Le contrôleur de l'État relève notamment des lacunes dans la gestion des accès informatiques, des mises à jour de sécurité insuffisantes et l'absence de certains plans d'urgence en cas d'attaque majeure. Des attaques souvent invisibles pour le grand public. Phishing, vol de données, sabotage numérique ou attaques destinées à saturer les serveurs. Et avec l'intelligence artificielle, les pirates informatiques peuvent désormais automatiser des campagnes massives en quelques secondes. En Israël, le secteur le plus touché est l'éducation, avec plus de 4500 attaques par semaine. Les universités, écoles et plateformes d'enseignement sont devenues des cibles privilégiées, notamment en raison de leurs importantes bases de données. Viennent ensuite les télécommunications et le secteur médical. Les experts constatent également une hausse des attaques contre les réseaux électriques, les systèmes d'eau et les infrastructures de transport. La prochaine guerre pourrait commencer par une panne géante d'électricité. Les banques, les hôpitaux ou les transports seraient alors paralysés en quelques minutes. Face à cette menace, Israël accélère. Une nouvelle loi est en cours de préparation pour imposer des standards de protection à toutes les infrastructures critiques. Le pays prépare aussi l'ère de la cyberguerre, pilotée par l'intelligence artificielle. Elle est influenceuse, mannequin, militante et conférencière. Bellamy Bellouchi s'est imposée ces dernières années comme une voix remarquée sur les réseaux sociaux. Née en Afrique du Sud et convertie au judaïsme, elle consacre aujourd'hui une grande partie de son activité à la sensibilisation autour de la lutte contre l'antisémitisme et à la défense d'Israël sur la scène internationale. Cette semaine, elle était l'invitée de Miri Maman dans Regard Croisé. Elle est revenue sur son parcours singulier, ses engagements et les défis auxquels elle est confrontée. How is it that in this day and age, you can go into someone's house, not just threaten their life, take their lives in such a barbaric way, and then take a step back and say, I'm the victim? And we're supposed to believe that that's a reality. And historically, pogroms and everything else, you pushed Jews to go back home. Now that they are home, you're trying to eradicate Jews from that's why it's important for me, because again, very small population of people. And if that's the only thing that I ever do in my life, let me do it with my whole chest. Bellamy Bellouchi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours est assez unique. Vous avez grandi dans une famille chrétienne en Afrique du Sud. Vous êtes ensuite devenue une femme. Vous avez embrassé le judaïsme et aujourd'hui, vous êtes l'une des voix pro-israéliennes les plus visibles sur les réseaux sociaux. Racontez-nous ce parcours atypique. Mon parcours n'a certainement pas été conventionnel. Ce qui, je pense, déconcerte beaucoup de gens, parce qu'ils ne peuvent pas me mettre dans une case. Je suis évidemment très fière d'être juive et très fière d'être sioniste. Et je suis une fervente partisane et croyante en Israël. Je suis née et j'ai grandi en Afrique du Sud. J'ai déménagé aux États-Unis et j'habite maintenant en Israël. C'est donc quelque chose de très déconcertant pour les gens quand ils se disent « Mais tu es juive, tu es ceci, tu es noire et tu es sud-africaine. Comment est-ce que ça a un sens ?» Ça a du sens pour moi. J'ai toujours eu le sentiment d'être juive, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 10 ans. J'ai été élevée dans la foi chrétienne, au sein d'une famille très imprégnée de christianisme. À l'église, j'allais au catéchisme. Mais je ne m'y suis jamais sentie à ma place.
Je me suis toujours sentie comme le mouton noir de la famille. Même en tant que noire, je me sentais comme le mouton noir de la famille. Et je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce une blague? Je ne me suis jamais sentie comme faisant partie de la communauté dans laquelle j'ai été élevée. La quête de mon identité était donc très importante. Et elle est survenue plus tôt que chez les autres. Je suis venue en Israël pour la première fois à l'âge de 20 ans. Mais c'était en 2011. Et il y a eu un changement. Je me suis souvenue. C'est comme si mon âme se souvenait exactement où elle était et Jérusalem m'a donné l'impression d'être chez moi. Israël, c'est quelque chose d'étrange. Je pleurais et les gens n'arrêtaient pas de me demander « Pourquoi es-tu si triste? Ça va? Tu fais une dépression ?» Et je répondais « Non, je suis heureuse parce que… » Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Après le 7 octobre, vous avez décidé de défendre Israël de manière très visible sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé ce jour-là pour vous? J'étais à Seattle quand j'ai commencé à recevoir les alertes roquettes. Et je fais partie de ces fous qui ne désactivent pas les alertes. Même si je suis en dehors d'Israël, elles restent activées. On était en train de dîner avec une de mes amies. Et je n'arrêtais pas de dire « il y a quelque chose qui cloche ». C'était comme si mon corps avait une réaction très étrange. Et le lendemain a été, je crois, l'une des expériences les plus douloureuses que je n'ai jamais vécues. Parce que je me sentais à nu. Je ne pouvais cacher qui j'étais. Je ne pouvais pas cacher l'intensité de la douleur. Je ne pouvais pas cacher la peur. À l'époque, je vivais à Los Angeles. J'étais en visite chez un ami à Seattle. Mais je vivais à Los Angeles. Et j'étais sous contrat avec une agence de mannequins. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait déjà un problème avec le fait que je porte une étoile de David et que j'étais très visible sur les réseaux sociaux. Et on m'a dit, ne poste pas ça, poste juste tes vêtements. Je suis devenue un corps et un visage. C'est tout. C'était ça ma vie. C'était déjà un problème. Et puis, on ne m'engageait plus. Donc, si vous ne me donnez pas de travail et que vous voulez que je cache le fait que je suis juive, ça ne va pas marcher pour moi. Et je n'ai jamais été quelqu'un de discret. Demandez à ma mère et à mon père. Depuis ma naissance, on ne peut pas me dire quoi faire si je crois en quelque chose. Et je pense qu'après le 7 octobre, le plus douloureux a été de voir à quel point les gens restaient silencieux. Je me sentais seule et je n'arrivais pas à faire le lien. Alors je suis allée sur Internet et j'ai commencé à m'exprimer. Et j'ai tout posté. Ce n'était pas pour attirer l'attention. Ce n'était pas pour ça, si tant est qu'il y ait une raison. J'avais juste l'impression que quelqu'un, quelque part, m'entendrait et ressentirait probablement la même chose que moi. Et c'est tout ce que j'avais besoin de faire. Et plus je recevais de haine, plus je devenais agressive, en disant « Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de me dire que je dois me taire et mourir. Ça n'arrivera pas. » Vous faites face à beaucoup de haine sur les réseaux. Comment est-ce que vous vivez cette situation et qu'est-ce qui vous pousse à continuer malgré tout? Quand on reçoit des menaces de mort quotidiennement, il faut comprendre que c'est une projection de leur propre peur. Parce que les gens projettent toujours ce qui les terrifie le plus. Et ce qu'ils voient en vous, c'est ce qu'ils aimeraient voir en eux-mêmes, ce qu'ils aimeraient projeter, la vie qu'ils aimeraient mener. Et quand on voit la sécurité des gens se projeter sur soi, il faut apprendre à prendre du recul et à ne pas le prendre trop à cœur. Je sais qu'ils veulent ma mort. Et alors, à un moment donné, il faut se dire, c'est Hachem qui est aux commandes. C'est Dieu qui est aux commandes. Nos ancêtres, et tous ceux qui sont juifs, savent ce que c'est d'être détestés. Ils nous haïront toujours. Même si vous offrez au monde tout ce que vous avez, technologie, médecine, infrastructure, même si vous leur donnez tout, ils vous haïront quand même, parce qu'ils ne voient pas quelque chose en eux-mêmes. Et la première chose que j'ai apprise, avant même d'aller au mikvé, c'est la résilience. Les Juifs sont le peuple le plus résilient sur cette terre. La seule raison pour laquelle nous sommes toujours là, c'est parce que nous pouvons nous relever après avoir touché le fond. À chaque fois, nous nous relèverons. Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? J'espère que les Juifs du monde entier gardent en mémoire leur identité. Nous devons nous rappeler le sens profond de notre judéité et ce que signifie concrètement vivre en tant que Juif. Choisir de se cacher ou de se priver d'un droit
et d'une chance dont nous bénéficions serait une erreur. Aussi lourd que puisse être ce fardeau, il est essentiel parfois d'être fier de ce que l'on est. Ils te rappelleront que tu es juif, même si tu essaies de te cacher, même si tu essaies de te renier, même si tu essaies de t'opposer à ton propre peuple. Ils te rappelleront toujours qui tu es, et ils finiront toujours par te rattraper. Alors pourquoi s'en faire ? On marque une courte page de pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre émission. Comme chaque semaine, on parlera d'innovation, mais aussi de médecine avec des reportages exclusifs. Restez avec nous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite.
tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Deuxième partie de votre émission, merci d'être resté avec nous. Un sujet à présent qui suscite de vifs débats en France comme ailleurs, la progression de l'islamisme et les moyens de l'identifier. Dans son ouvrage L'Empire invisible, l'avocate Manon Siracek s'attache à décrypter ce qu'elle considère comme les mécanismes d'influence et les stratégies de diffusion de cette idéologie au sein des sociétés occidentales. Elle était l'invitée de Raphaël Hassine dans l'émission Ça se débat. Il est fait par un avocat et un ancien magistrat, donc c'est quand même une première. Et puis, il donne des solutions. D'abord, il explique les stratégies juridiques, il donne des solutions. Il se fonde sur des témoignages dans tous les secteurs de la société, l'école, le sport, la culture, les réseaux sociaux, l'entrisme aussi dans les collectivités locales. Donc, si vous voulez, on est plutôt sur le terrain. Ce n'est pas un essai sociologique, anthropologique, mais c'est une véritable enquête à laquelle on donne des solutions juridiques. Vous analysez l'instrumentalisation des libertés fondamentales par les islamistes. Expliquez-nous ce que vous entendez par instrumentalisation des libertés fondamentales. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. En 1989, si vous voulez, on disait que le voile, c'était contraire à l'émancipation des femmes. Toutes les féministes étaient contre. Aujourd'hui, et déjà depuis quand même une dizaine d'années, on dit que le voile, finalement, ça permet de garantir un droit fondamental, la liberté de porter une voile, une liberté individuelle, une liberté de conscience. Et donc, toutes ces libertés qui sont dans notre Constitution, qui sont, qui sont prévues par la Cour européenne et d'autres textes internationaux, nous protègent. Et ces islamistes, ces réseaux islamistes utilisent notre propre droit pour finalement imposer la charia et imposer toutes leurs valeurs culturelles et sociétales et politiques dans nos sociétés européennes, parce qu'il n'y a pas qu'en France, évidemment. Et que préconisez-vous dans votre ouvrage pour lutter contre cela ? Alors, plusieurs choses. D'abord, les recours juridiques, parce qu'on en gagne. Quelqu'un auquel on dit « vous êtes islamophobe », ça ne marche pas dans les tribunaux, donc il faut faire des recours. La diffamation systématiquement, les injures publiques systématiquement, scruter les réseaux sociaux, et puis surtout faire de la contre-influence, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une masse de jeunes très influencés, et de femmes aussi, qui vont sur TikTok, Instagram, tout en même temps, si vous voulez, sur tous les réseaux sociaux, et qui diffusent leur propagande djihadistes ou même salafistes ou fréristes, peu importe, parce qu'ils ont le même objectif. Et nous, on doit répondre, d'abord faire une contre-influence sur les réseaux sociaux, on doit vraiment se battre, mener cette guerre sur les réseaux, mener une guerre sur le terrain aussi, et puis mener une guerre juridique avec les recours qui existent évidemment dans le droit français et dans le droit européen. À tout empire, son empereur. Qui dirige cet empire invisible que vous dénoncez ? C'est difficile, c'est compliqué, vous savez, de retracer tout cela. Je pense que vous avez c'est par nature secret. Là, on s'adresse plus particulièrement aux frères musulmans ou aux salafistes, mais on pense aussi que c'est financé par les pays étrangers, parce que tout ça, c'est une source de financement très importante. Il faut le trouver, les gens qui parlent toute la journée sur les réseaux, par exemple. Ces influenceuses qu'on paye, donc tout ça c'est du financement. Et on pense qu'il peut y avoir la Turquie, l'Algérie ou d'autres pays qui peuvent être source de cette propagande. Il n'y a pas que les États étrangers. Il y a nos collectivités locales qui subventionnent des associations où on ne sait pas où va l'argent. D'accord ? Des associations d'aide humanitaire, des associations d'aide aux devoirs, des associations culturelles finalement. Et il y a aussi des subventions européennes. Donc il n'y a pas que des pays étrangers, vous voyez, il y a plusieurs sources de financement. La robotique s'invite désormais jusque dans les blocs opératoires. Face à la hausse des problèmes oculaires dans le monde, des chercheurs israéliens misent sur l'intelligence artificielle et la haute précision pour faire évoluer la chirurgie de l'œil.
Une start-up a mis au point un robot capable d'assister les chirurgiens lors d'interventions particulièrement délicates. L'ambition, gagner en précision, réduire les risques et à terme permettre à davantage de patients de retrouver la vue. Je ne peux plus faire les choses que je faisais habituellement. J'ai arrêté de lire ainsi que d'autres activités, surtout le raccommodage et la couture. Je ne peux plus les faire parce que je ne les vois plus. De plus, les visages de mes proches deviennent flous. C'est pourquoi j'évite de parler aux gens ou de les rencontrer, car je me demande toujours si ce sont vraiment eux. Voici Bernadette. Elle a 71 ans. Pendant près de 2 ans, la cataracte lui a lentement volé la vue. Mais plus tôt cette année, elle est entrée dans l'histoire de la médecine. Bernadette est devenue l'une des premières patientes au monde à subir une opération de la cataracte à l'aide d'une plateforme robotique développée en Israël. Voici Jasper, le premier système robotique au monde conçu spécifiquement pour la chirurgie oculaire. Derrière ce projet se trouve un chirurgien qui sait par expérience à quel point la chirurgie de la cataracte peut être difficile. La première fois que j'ai opéré, lorsque j'ai terminé, j'étais trempé. Mes lunettes étaient embuées. C'était extrêmement difficile. Je ne savais même pas où placer mes mains. Il n'y avait aucun support. Je me suis alors dit, il est impossible que ce soit la meilleure technologie que nous puissions offrir aux chirurgiens. C'est ainsi que tout a commencé. Cette idée est finalement devenue Foresight Robotics, une entreprise qui tente de répondre à ce que de nombreux experts considèrent comme une crise mondiale croissante de la vision. Plus de 600 millions de personnes dans le monde souffrent de cataracte. Pourtant, chaque année, seulement 30 millions d'entre elles sont effectivement opérées. Le principal problème est que nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de chirurgiens. Nous n'avons pas assez de personnes qui s'orientent vers la médecine ni vers la chirurgie. Pourtant, le nombre de patients augmente de façon spectaculaire. L'objectif n'est pas de remplacer les chirurgiens, mais de leur offrir un outil supplémentaire. Jasper fonctionne comme une extension technologique de leurs mains. Grâce à ses bras robotisés, ses caméras 4K et ses puissants ordinateurs, il permet des mouvements d'une précision extrême à l'intérieur de l'œil. Le chirurgien est confortablement installé devant une console. Il observe une vue agrandie en direct et guide chaque mouvement en temps réel, sans même avoir besoin de se préparer en salle d'opération. À l'avenir, Jasper sera également utilisé pour d'autres interventions oculaires, notamment les opérations de la rétine. Aujourd'hui, combien d'opérations de la cataracte un chirurgien réalise-t-il généralement ? Aujourd'hui, ils en réalisent entre 10 et 20 par jour. Les meilleurs peuvent en faire jusqu'à 30. Combien d'interventions pensez-vous pouvoir réaliser quotidiennement avec un système Jasper ? Nous envisageons entre 70 et 80 interventions par jour. En juin de l'année dernière, Foresight Robotics a obtenu un impressionnant financement de série B de 128 millions de dollars, car développer un robot capable d'opérer l'œil humain nécessite bien plus que des chirurgiens. Nous avons des ingénieurs mécaniciens, une équipe logicielle, des spécialistes, des logiciels embarqués, des experts en algorithmes applicatifs et en contrôle de mouvement. Nous avons également des ingénieurs systèmes qui coordonnent l'ensemble des efforts de recherche et développement. Avez-vous des médecins sur place qui travaillent directement avec le robot ? Oui, des chirurgiens viennent l'après-midi. Les robots sont physiquement présents ici avec tout le monde. Nous ne pouvons pas les voir parce qu'ils sont en mode confidentiel. Exactement. Ils ne nous autorisent pas à filmer quoi que ce soit pour le moment, c'est secret. Exactement. Nous avons de nombreux robots ici. Notre site s'étend sur 2 étages et environ 4650 mètres carrés. J'avais l'impression qu'une personne réalisait toujours l'opération. Je ne me rendais vraiment pas compte qu'il s'agissait d'un robot. Je ne savais même pas que j'étais en train d'être opérée, car tout à coup, c'était terminé. Je me sens chanceuse d'avoir été choisie comme patiente. Grâce à cette avancée technologique, les médecins seront moins fatigués, car une machine les aide lorsqu'il y a de nombreuses opérations à réaliser. Jusqu'à présent, Jasper a réalisé avec succès 12 interventions aux Philippines. Mais Foresight Robotics prévoit de déployer ce système robotique aux États-Unis et est en cours d'obtention de l'autorisation de la FDA. Ainsi, davantage de patients comme Bernadette pourront enfin retrouver une vision claire en sachant qu'ils bénéficient de l'intervention la plus sûre possible. Je ne m'inquiète plus de perdre la vue en vieillissant. Je suis rassurée à l'idée de pouvoir vivre encore de nombreuses années avec une vision nette et des yeux en bonne santé. Je pourrai enfin revoir clairement mes petits-enfants et mes amis.
Difficile d'imaginer notre quotidien sans lui. Il nous réveille le matin, nous aide à communiquer, travailler et nous divertir et nous permet de rester connectés en permanence. Le téléphone portable est passé en quelques décennies du statut d'innovation technologique à celui d'objet incontournable de notre vie de tous les jours. Retour sur l'histoire d'une invention qui a changé le monde avec Océane Nicole. Voilà à quoi ressemble le premier téléphone portable. Son nom, le Dynatac 800X. Surnommé la brique, cet appareil pesait 800 grammes pour 25 cm. Il offrait à l'époque seulement 30 minutes de conversation. Derrière ce téléphone, un homme, Martin Cooper, considéré comme l'inventeur du tout premier téléphone portable. Cet Américain directeur général de la communication chez Motorola est la première personne à avoir effectué un appel téléphonique sur un téléphone cellulaire portatif. C'était le 3 avril 1973. Il faudra attendre 10 ans pour que le Dynatac 800X soit mis en vente aux États-Unis, mais à un prix très élevé, 3 995 $, soit plus de 3 380 €. En France, c'est en 1991 que le premier téléphone portable arrive avec le bip-hop proposé par France Télécom. Mais pour pouvoir communiquer, les utilisateurs devaient se situer à moins de 300 mètres d'une borne publique pour recevoir leur communication. L'engouement n'était donc pas vraiment au rendez-vous. Alors que France Télécom prévoyait 500 000 abonnés en 1995, l'opérateur n'enregistre que 46 000 utilisateurs lors de la fermeture du réseau en 1997. En 1998, le Siemens S10 marque un tournant dans le monde du téléphone portable, car c'est le premier appareil qui possède un écran en couleur. Les années 2000 sont ensuite marquées par le tout premier téléphone portable avec appareil photo intégré. En 2007, c'est le premier iPhone qui arrive alors sur le marché. 53 ans après sa création, le téléphone portable est partout dans notre quotidien. Et bien plus qu'un moyen de communiquer, il est devenu un véritable assistant personnel multifonctionnel. Une révolution comparable à l'arrivée du smartphone. C'est avec cette formule ambitieuse que le directeur général de Nvidia a présenté les dernières innovations de son groupe lors d'une conférence très attendue. Au cœur de cette annonce, une nouvelle génération de puces destinées aux ordinateurs portables comme aux PC de bureau, conçues pour répondre aux besoins croissants de l'intelligence artificielle. Écoutez. Il ne fait aucun doute que cette réinvention de l'ordinateur est aussi importante que la réinvention du téléphone en ce que nous appelons aujourd'hui le smartphone. Et voilà le début de ce parcours. C'est le début d'une nouvelle voie. Et nous avons donc une feuille de route pour cela. C'est une toute nouvelle famille de produits pour nous. Chaque génération d'architecture, nous aurons un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un poste de travail. Et ce qui me rend incroyablement heureux, très honoré, c'est que 100% de l'industrie mondiale du PC nous a rejoints pour réinventer le PC. Une nouvelle ligne, un nouveau départ. Merci. A new beginning. Thank you. Accompagner des millions d'enfants dans les cours de récréation, les trajets en voiture et les foyers aux quatre coins du monde. La Game Boy est devenue rapidement un véritable phénomène et figure encore aujourd'hui parmi les consoles les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Retour sur une icône des années 90, c'est avec Déborah Benayoun. Qui aurait cru qu'une console dotée d'un écran noir et vert deviendrait l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu vidéo? Pourtant, la Game Boy a marqué toute une génération. Sortie au Japon et aux États-Unis en 1989, puis en 1990 en Europe, elle rompt avec la tradition du jeu à la maison de cette époque. Désormais, la console est transportable partout, y compris en voiture ou en vacances. Son créateur fait un choix étonnant, privilégier un système simple mais solide, avec une grande autonomie. Un format accessible immédiatement, grâce à ses cartouches qui s'insèrent facilement à l'arrière. Résultat, les joueurs peuvent changer de jeu à leur guise, sans se lasser. Autre caractéristique de la Game Boy, elle est vendue avec des jeux devenus cultes, notamment Tetris. En 1996, un second souffle est donné à la machine avec la création de la licence Pokémon. La sortie simultanée de 2 cartouches remporte un vif succès et donne naissance à une véritable communauté de joueurs qui s'échangent leurs créatures. Au fur et à mesure, Nintendo propose différentes déclinaisons de son modèle original, la Game Boy Color puis la Game Boy Advance. La Game Boy est également devenue culturellement significative, bien au-delà du public traditionnel des joueurs. Son succès a contribué à intégrer le jeu portable dans la vie quotidienne des enfants, des familles, des voyageurs et des collectionneurs. Depuis sa première apparition, Nintendo est parvenu à écouler près de 120 millions d'unités de sa console mythique. Plus de 30 ans après sa sortie, la Game Boy reste un phénomène.
Elle a ouvert la voie aux consoles portables modernes et continue de faire naître la nostalgie chez de nombreux joueurs. Photographe et vidéaste, Solal Fakiel a fait des réseaux sociaux son terrain d'expression. À travers ses images et ses vidéos, il partage avec sa communauté un regard immersif sur Israël, loin des clichés et au plus près du quotidien. Un travail qui lui permet de faire découvrir Israël de l'intérieur à des milliers d'internautes. En hébreu, chaque lettre, c'est un outil. La première lettre, Aleph, on dit souvent qu'elle vient du bœuf, mais elle est aussi liée au verbe Léalef. C'est apprendre dans le sens de se dresser, comme si tout commençait là, se maîtriser et passer de l'impulsion à la conscience. La deuxième lettre, Bet, Bait, ça signifie la maison. La première maison de l'homme, c'est son corps. C'est apprendre à habiter quelque chose, à poser des limites, à avoir un dedans et un dehors. La troisième lettre, Gimel, on la relie souvent à un chameau, Gamal. Il y a aussi Gmila, le sevrage. C'est apprendre à se détacher, à pas dépendre de tout, à grandir, l'indépendance. La quatrième lettre, Dalet, c'est la porte. Après s'être éduqué, avoir trouvé un espace et appris à se détacher, il faut s'ouvrir ou se fermer. Et puis vient Vav, un crochet, un lien, une sorte d'invitation à s'accrocher et à se connecter et à relier ce qui était séparé. Ces lettres, c'est pas seulement des sons, mais elles dessinent un parcours. Comme si dès les premières lettres, en fait, l'alphabet hébreu il proposait déjà une direction, devenir humain. Et il sous-entend en fait qu'on ne naît pas humain, mais qu'on le devient. Solal Fakiel est avec nous, bonsoir. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous définissez comme un activiste. On vient de voir un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est juste un petit échantillon. Hein. Vous faites beaucoup de choses. On va y revenir. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi concrètement être un activiste? Activiste, créateur de contenu. J'adore partager ce que je découvre sur Israël, emmener les gens avec moi, montrer de l'intérieur, parce qu'on a toujours ces images d'Israël de l'extérieur. On parle beaucoup de la guerre. Et d'un autre côté, Israël, c'est toujours le pays qui recherche la paix et le progrès. On parle beaucoup de religion, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de philosophie et de psychologie. Et c'est un peu sur ce terrain que j'aime jouer, parler et faire mon activisme. Alors justement, parlez-nous de votre projet Israël from Inside, Israël de l'intérieur, une docu-série alternative sur Israël. Vous parlez à tout le monde, à peu près de tout en Israël. Vous faites, si je vous suis bien, parce que je vous suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, à la fois l'étymologie des mots, à la fois la rencontre avec l'autre, hein, qu'il soit d'ailleurs juif, arabe, musulman, des touristes aussi. Racontez-nous un peu ce projet. En fait, pour moi, Israël, c'est la plus belle chose qui puisse arriver au monde. Ça remonte à tellement loin que j'ai l'impression que ça remonte à notre ADN. Et peut-être il y a 4 ou 5 000 ans, au lieu de choisir le mot ADN, on parlait de Adonai. Ça a les mêmes racines. Et j'essaye de remonter ces fils et de faire des ponts entre la science et la religion, entre les langues. J'ai appris l'hébreu, ça fait 15 ans que j'habite ici, mais j'ai aussi appris l'arabe. Et j'ai envie de me sentir bien dans mon pays et avec mes voisins. Donc, j'essaye de tout découvrir, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et puis de partager ces rencontres du quotidien. Je suis aussi guide à Jérusalem, donc j'emmène les gens, j'ai envie de leur faire partager tout ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou ce qu'on ne prend pas forcément le temps de voir quand on vient qu'une journée. Et voilà ce que j'ai fini par faire et présenter un peu en vrac sur Israel from Inside. C'est une page sur laquelle je parle en anglais, et Solal Israël, où je parle en français. Justement, l'importance des langues, hein, pour vous, vous l'avez dit, hein, vous avez appris l'hébreu, vous avez appris l'arabe. Si je ne me trompe pas, vous avez quelques notions de grec aussi, d'anglais, hein, vous venez de le dire. Vous proposez de remonter finalement le fil de l'histoire au fil des langues. Je me dis, est-ce qu'on a inventé les langues ou est-ce qu'elles étaient là avant nous? Comme si les mathématiques, on ne les a pas inventées, on les a révélées. L'électricité, on ne l'a pas inventée, on l'a révélée. Et je crois qu'en fait, chaque langue, elle ne définit pas un état, mais un état d'esprit. L'hébreu parle beaucoup de l'invisible. Le français, beaucoup de l'inconscient. On a le langage des oiseaux. L'anglais, c'est très matériel. Je crois que ça va être très difficile de comprendre Dieu par l'anglais. Mais en même temps, c'est lui qui nous a apporté, on va dire, le téléphone, l'ordinateur. Chacun a sa manière de parler et de nous faire progresser dans le monde. Et je crois qu'au final, toutes ces langues, elles se complètent. Et quand j'observe les prénoms, les racines, je me rends compte qu'en fait, elles sont toutes un peu connectées et elles parlent toutes de nous sur un différent état. Et dans le fond, elles sont toutes réunies.
Vous continuez évidemment à faire ces vidéos depuis le 7 octobre, hein, vous faisiez avant et toujours évidemment maintenant. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous avez senti un changement quand vous rencontrez des gens, justement, quand vous décidez de tel ou tel mot que vous allez mettre en avant, de tel ou tel monument que vous allez mettre en avant? Alors, pour tous les Juifs ou les Israéliens, toujours la même passion et défendre toujours plus Israël. En revanche, beaucoup plus de chrétiens ou même de musulmans qui s'intéressent, parce que leur présenter le christianisme à travers l'hébreu ou même l'islam en essayant de connecter les racines, finalement, c'est créer un langage et de la communication. Et je crois que c'est en général ce qui nous manque. Donc, je crois un grand engouement de la part de non-juifs sur ma page, et presque 40% des gens qui me suivent ne sont pas juifs, et c'est ça que j'ai envie d'approfondir et presque de vulgariser, en fait, de populariser Israël et l'hébreu sur mon contenu. C'est important pour vous de défendre Israël, alors autrement évidemment que ce que font d'autres activistes, d'autres créateurs de contenu. Vous le faites d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus, j'ai envie de dire, soft aussi. Mais c'est important pour vous de défendre l'image d'Israël à l'étranger? C'est la plus importante des choses, essayer de réconcilier. Je trouve qu'il y a un grand miroir psychologique entre Israël et Palestine. Et puis ce mot Israël, ces 3 premières lettres, ISR en hébreu, ça veut dire Yachar, droit. Essayer d'être droit, mais pas forcément face à elle, Dieu, face à soi-même. Et puis il y a le mot Palestine, palaest, qui vient aussi du grec et qui signifie lutter. Comme si, alors on prend l'histoire de Jacob qui lutte avant de devenir Israël, mais beaucoup de gens en fait luttent avec eux-mêmes et regardent Israël comme un miroir d'eux-mêmes. Et quand on a des problèmes avec soi-même, on finit par, je crois, défendre la Palestine. Et je vois ce conflit psychologique beaucoup plus que politique que j'essaye de populariser pour, au contraire, apaiser et essayer de simplifier ce que parfois on projette, alors qu'en fait, c'est des petits réglages qu'on doit faire avec soi-même pour retrouver, je crois, une sorte de paix intérieure. Les artistes israéliens séduisent un public de plus en plus large en France. À quelques jours du concert de Hanan Ben-Ari, son producteur s'est exprimé sur notre antenne. Il a évoqué l'engouement croissant autour de la scène musicale israélienne. Selon lui, la demande ne cesse d'augmenter et Hanan Ben-Ari fait aujourd'hui partie des artistes israéliens qui rencontrent le plus de succès auprès du public français. Ces dernières années, après Covid, il y a eu un engouement sur la venue d'artistes israéliens. Et avec malheureusement les dernières années, et après le 7 octobre encore plus. Donc, vu que la demande était là, on essaye de faire plaisir au public et lui en donner toujours plus. Hanan Ben-Ari s'est imposé en Israël comme un incontournable des chanteurs israéliens préférés du peuple israélien. Mais est-ce qu'il figure, selon vous, parmi les artistes israéliens les plus connus pour le public français ? Écoutez, avant chaque concert, on essaye de... Tout d'abord, Hanan est déjà venu il y a 2 ans au Théâtre Mogador. On était complet en quelques heures seulement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas cette fois-ci prendre plus grand. En plus de ça, on essaye d'avoir les infos des écoutes, des streams. Et oui, au niveau du public français, il est dans le top 3 ces derniers mois, ces dernières années. Des écoutes à travers ces chansons qui parlent au public français. Mais si je ne me trompe pas, vous étiez aussi à l'origine de cet événement qui a vraiment chamboulé la communauté juive française et au-delà, le concert d'Omer Adam. Alors oui, déjà si on a pu faire tous ces événements ces dernières années que j'ai eu le mérite de produire, c'était grâce à l'association Or Babait et son président Dovayash qui essaye de donner un projet caritatif et donner au public français les plus grands artistes dans les plus belles salles. Et effectivement, après de longs mois de dur labeur, on va dire, on a réussi à ramener Omer Adam et ça a été un engouement extraordinaire. On a même été dépassé par la demande. Mais est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs de cette organisation Or Babait, cette association, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Alors, Or Babait a commencé en Israël à l'origine et elle s'occupe de rénover les maisons des personnes nécessiteuses et
des fois qui sont vraiment dans un état déplorable. Il y a des enfants qui me disaient qu'ils avaient honte de faire des cours en Zoom ou des choses parce qu'autour de chez eux, c'était en état pitoyable et ils essaient de leur donner la dignité. Et en plus de ça, après, les remplir le frigo et tout ce qui va autour de la maison. Et donc, comme son nom l'indique, ramener de la lumière à l'intérieur du foyer. Les derniers événements en France auraient pu inquiéter. Mais pour être sur le terrain, il faut dire que nous sommes très très bien entourés par les autorités compétentes, aussi les autorités communautaires. Le Consistoire de France et son président Elie Korchia nous aident avec la préfecture de Paris et tout ce qu'on a besoin, le SPCJ, pour toujours offrir une expérience optimale aussi bien dans la salle, mais aussi à l'accueil du public. On n'a jamais eu aucun débordement et ça s'est toujours super bien passé. Le magazine de la rédaction, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très bonne soirée sur notre antenne.